Please be seated. Le président, nous sommes prêts à continuer jusqu'à 2h30, un tout petit peu plus tard que d'habitude, et ceci au vu des circonstances et pour éviter que la défense se retrouve dans l'impossibilité de répondre à un grand nombre, de répliquer par rapport à un nombre important d'arguments de l'accusation, car la défense va devoir répliquer demain. Donc, ceci serait possible, si j'ai bien compris, Madame la greffière. Et si ce n'est pas le cas, je vais vous demander de nous le dire. Vous pouvez poursuivre, Madame Weibels. Madame Weibels, merci, Monsieur le Président. Ces manifestations directes d'intention à elles seules seraient suffisantes pour déterminer qu'il y a eu l'intention. Mais dans le comportement de Mladic, on trouve bien davantage de preuves. Mes collègues vous ont illustré avec des détails convaincants de quelle façon les forces placées sous le contrôle de Mladic et Karadzic ont traduit leur intention génocidaire en réalité pour faire disparaître ces populations. Dans les moyens de preuve, nous avons aussi vu que les autres membres de l'entreprise criminelle commune participaient à cette intention génocidaire, tout particulièrement celui qui l'a choisi, qu'il a nommé à sa place, Radovan Karadzic. Radovan Karadzic a exprimé son intention génocidaire par rapport aux musulmans de Bosnie déjà au mois d'octobre 1991, quand il a averti les musulmans de Bosnie que l'indépendance bosniaque allait les entraîner sur la même route pavée d'horreur et de souffrances sur laquelle se sont lancées la Croatie et la Slovénie, et que le résultat de cela, je cite, l'accession possible du peuple musulman. C'est quelque chose qui se trouve dans la pièce à conviction P 2004, la fin de la page 3 en anglais, ou bien dans le compte rendu d'alliance T 15 521, ligne 16 à 21. Les attaques étaient en cours dans les municipalités et pendant ce temps, Radovan Karadzic a décrit les statuts de la population musulmane de Bosnie lors de la 17e session d'assemblée du 24 juillet 1992. Je cite, « Ils pensent qu'ils vont créer une nation, mais en réalité, ils sont en train de disparaître. » Fin des citations de la pièce P 4581. Page 86 en traduction anglaise. Karadzic a aussi reconnu à ses subordonnés, aux gens qui le suivent, que le groupe était en train détruit physiquement, et il était d'accord avec l'affirmation que le conflit avait été créé pour éliminer les musulmans, pièce P 04581, page 86. Mis à part les moyens de preuve qui témoignent de l'intention, d'autres moyens de preuve, quand on les regarde dans leur totalité, appuient la conclusion que Ratko Mladic et autres membres de l'SCC avaient cette intention génocidaire. L'intention génocidaire peut être déduite de l'échelle du caractère répétitif des actes coupables et génocidaires dans toutes les municipalités, les niveaux de violence, les méthodes employées, et puis l'élan avec lequel ils se sont livrés à ces actes montrent et le fait qu'ils étaient dirigés tous contre les membres d'un groupe. Donc les actes génocidaires et autres actes coupables étaient dirigés contre tous les membres de groupes dans les municipalités. Les premiers témoins dans ce procès vous a parlé en tant qu'un homme adulte, mais il a dépeint le vécu d'un jeune garçon de 13 ans et qui a vécu la persécution dans les pires des cas. Dans ces termes enfantins, il a décrit son enfance idyllique. Il a été élevé dans une région multiethnique. Il jouait avec les autres, quelle que soit leur appartenance religieuse ou ethnique. Lui et sa famille, ils ont été forcés à quitter leur maison. Eldvin a décrit
cet jeune garçon qui a été content de rentrer chez lui et à quel point son cœur a été brisé quand il a trouvé sa maison détruite, la mosquée détruite, les personnes âgées étaient laissées derrière et son chien a été tué. Elvedine et sa famille ont quitté le village, ont fui le village et finalement ils sont partis dans une enclave. Et puis il a été obligé de partir de cette enclave dans une colonne. Mais ce n'était pas suffisant que de se rendre. Il était couché dans la terre, par terre, dans la boue, et il a entendu son père et ses autres hommes en train de se faire battre. Il a été profondément secoué quand il a entendu qu'on était en train de passer à tabac jusqu'à ce que la mort s'ensuive, le Hoja, un homme tant estimé dans les villages. Même s'il a réussi à fuir sa destinée, plus que 150 hommes qui se sont rendus ont été exécutés. Et tout cela parce qu'ils étaient musulmans. Donc Elvedine nous a décrit dans des mots très péniblement prononcés ce qui s'est passé sans arrêt depuis 1992. Le premier départ jusqu'à ce que Mirsada Malagic en 95 perd toute sa famille et ne retrouve que 10 années plus tard le reste. Tout cela s'est passé à Srebrenica, dans ces actes génocidaires qui ont démontré que Ratko Mladic avait non seulement l'intention génocidaire, ainsi que les autres membres de l'entreprise criminelle commune, mais qu'ils étaient déterminés pas seulement à détruire la culture et les coutumes des musulmans de Bosnie et des Croates et de leur communauté, mais de détruire aussi ces communautés, tout simplement. Merci, Monsieur le Président. Nous pensons avoir prouvé les chefs 1 et 2 du génocide. Le Président, Monsieur Grum, vous pouvez poursuivre. Monsieur Grum, le général Mladic exerçait un contrôle efficace et un commandement de la VRS. Pour revenir sur le concept du général Danat quand il parlait du contrôle du bout de doigt, je vais vous expliquer ce terme. Il s'agit là du type de contrôle d'un commandant auquel il aboutit quand il a développé un sentiment instinctif de comment les choses se passent, comment les choses devraient se passer et comment il veut que les choses se développent. Ce qui lui donne la possibilité de diriger les activités de ses subordonnés avec une grande précision. Ce terme, le terme de contrôle du bout de doigt, est un terme qui est utilisé justement pour dépeindre cette image, l'image qui vous vient à l'esprit, par exemple les pianistes qui va contrôler le clavier du bout de doigt. Donc cette capacité de contrôler une grande organisation complexe comme s'il s'agissait de rien d'autre que d'une extension de sa propre main, de ses propres doigts. Ce niveau de contrôle voulait signifier qu'à partir du moment où les VRS participaient à des opérations, les VRS les faisaient parce que Mladic voulait qu'ils fassent. C'est grâce à cela qu'il a pu déployer la VRS ainsi que les unités subordonnées dans la commission des crimes. C'était sa plus grande contribution aux différentes entreprises criminelles communes décrites ce matin. Par rapport à l'évaluation des arguments du général Mladic, nous pouvons soulever l'arrêt Djordjevic. Au niveau du paragraphe 169, la Chambre d'appel discute le rôle d'une structure hiérarchique dans une entreprise criminelle commune. Les moyens de preuve ont démontré que la VRS, sous le commandement du général Mladic, était une structure hiérarchique très efficace. Mladic a été expérimenté pour réunir des organisations, des formations extrêmement
disperse pour qu'elle œuvre dans un même but. Lors de la 16e session du travail de l'Assemblée, il a décrit son incorporation des hommes de Martich dans une force unique de frappe pendant l'opération de campagne à Croatie. Le général Mladic savait avant qu'il ne soit nommé formellement que la clé de son succès était justement de mettre ensemble toutes ces formations qui se combattaient de façon séparée en Bosnie dans une même force unique de commandement. Il a dit, je sais comment commander l'armée parce que nous ne pouvons pas avoir 100 maîtres dans une même maison. L'armée doit avoir un commandement uni. Fin de citation. À partir du moment où il a été nommé, il a très vite compris que c'était un principe extrêmement important. Donc, complètement préparé pour la situation en Bosnie, le général Mladic s'est attelé à la tâche et de façon très vigoureuse. À partir du moment où il a été nommé au poste de commandement, il était en mesure d'exercer le commandement et le contrôle de la VRS. Il était en mesure de le faire parce qu'il avait hérité de cette infrastructure de la JNA qui fonctionnait très bien. Vous avez déjà entendu le général Milovanovic, il vous l'a expliqué. Et la VRS a hérité le commandement de corps, les bases logistiques, la doctrine commune, tout cela existait déjà. Donc, ils ont relié différents réseaux de communication qui existaient déjà. Et grâce à tout cela, grâce à tout cet héritage de la GNA, la VRS a commencé à fonctionner en l'espace de 24 heures. Et les rapports de combat ont commencé à affluer de façon régulière. Le général Mladic, bien sûr, faisait partie de cette infrastructure. Il avait été nommé commandant du deuxième district militaire le 9 mai 1992 et il a immédiatement commencé à donner des ordres. P3032 et P2866 en parlent. Les autres membres de l'état-major principal faisaient partie de cette infrastructure. Là, vous aviez un nouveau groupe, un groupe nouvellement constitué, mais qui consistait des camarades qui avaient travaillé ensemble dans la même armée pendant toute leur carrière. Donc, le fait que tous ces gens se connaissaient au sein de cette infrastructure était un élément clé de la capacité de Mladic de rapidement faire asseoir sa responsabilité et son autorité pour poursuivre les instructions de Karadzic. Donc, depuis le début de la période couverte par l'acte d'accusation, la VRS était tout à fait en mesure de mettre en œuvre les ordres de général Mladic de façon fiable et prévisible. Et ceci déjà le 13 mai 1992. Ceci se voit dans la pièce P3057. Je voudrais passer quelques minutes pour vous parler de différents principes précis de commandement et qui relevaient de ce contrôle du bout de doigt. Tout d'abord, le principe du commandement unique, les principes de subordination et les principes d'inspection. Tout d'abord, le principe du commandement unique. Eh bien, il n'y avait qu'une ligne de commandement. La ligne qui commence par Karadzic, qui va directement jusqu'au Mladic, et ensuite passe à ses subordonnés directs, ensuite leurs subordonnés, etc., de sorte que les ordres suivent un réseau construit de façon très particulière. Il a mis la défense territoriale intégrée dans sa structure. Rappelez-vous Rajko Kušić, Traldi en a parlé. Il était le commandant de la Théo de Rogatica le 12 mai. Mais déjà, à la date du 25 mai, il était à la tête du nettoyage de la ville de Rogatica en tant que commandant de la brigade de Rogatica de la VRS. Le deuxième principe de commandement dont je vais parler, c'est le principe de subordination. Autrement dit, les supérieurs donnent les ordres à leurs subordonnés qui les exécutent. Ce principe
fait en sorte que les désirs du commandant suprême, à savoir M. Karadzic, sont communiqués à Mladic, qui ensuite les communique à ses subordonnés et ainsi de suite. L'essence de l'ordre donné reste toujours les mêmes. Ce ne sont que les détails qui vont changer en fonction des responsabilités et particularités des différentes unités subordonnées. Donc vous avez l'intention du commandant qui va cascader le long de la chaîne de commandement et la seule avec qui ont jusqu'aux subordonnés dont la seule tâche est de suivre les ordres. Nous avons un ordre, l'ordre T5027. Et par rapport à cela, un officier de haut rang de la VRS a dit qu'un subordonné dans la chaîne de commandement de la VRS n'avait aucune possibilité de ne pas obéir, de ne pas respecter un ordre. Donc ceci montre que là, il s'agissait d'une ligne de commandement extrêmement stricte où il y avait très peu de latitude, très peu de liberté quand il s'agit d'interpréter ces ordres. Il ne pouvait que le suivre. Ce qui aussi fait partie du principe de subordination, c'est le fait que les subordonnés doivent faire des rapports aux supérieurs pour les informer de la mise en œuvre des ordres donnés. Le fait de faire un rapport sur la mise en œuvre de l'ordre était partie intégrante et importante de la subordination. Donc le rapport était renvoyé le long de la chaîne de commandement, depuis les soldats de base jusqu'au commandant de l'état-major principal, le général Mladic, qui ensuite les communiquait à Karadzic. Le général Milanovic a dit lui-même que le commandant subordonné n'avait pas la possibilité de ne pas faire des rapports, même s'il n'y avait rien de nouveau à dire. La procédure concernant les rapports de combat quotidien relevait de la haute précision. Comme l'a déjà expliqué le général Obradovic, le processus se répétait au jour le jour avec les bataillons qui faisaient des rapports devant les brigades, les commandants de brigades qui ensuite faisaient des rapports au commandant de corps armés et qui ensuite en informaient l'état-major principal. Ces rapports qui étaient quotidiens et envoyés à temps ont permis que Mladic était à tout moment parfaitement au courant de ce qui se passe. Cette chaîne de commandement et de reporting faisait en sorte que la direction et les commandements de haut rang étaient toujours au courant de tout ce qui se passe. Le général Danat et le général Milovanovic ont tous les deux expliqué de quelle façon Mladic était justement en mesure d'exercer ses contrôles du bout de doigt. Mladic était en mesure de donner des directives, de donner des ordres, confiant qu'ils allaient être mis en œuvre et qu'il allait recevoir des rapports qui allaient l'informer de cela. En ce qui concerne le général Mladic, il était aussi sûr que ses commandants n'allaient pas dépasser ses ordres. Et ceci a été illustré au cours de la guerre, assez tôt dans la guerre, le 24 mai déjà 1992, pendant la crise des casernes à Sarajevo, quand le colonel Tolimir a causé la fureur de Mladic après l'avoir informé et qu'il s'était mis d'accord avec la VRS qu'il allait laisser des munitions dans la caserne. Momchilo Mladic, le 25 mai, dans une autre conversation interceptée, on l'entend, dit à Tolimir que personne ne peut arriver aux casernes sans avoir reçu l'autorisation claire du général Mladic. Et cette fois-ci, Tolimir dit tout simplement, bien, ceci est clair. Le général Obradovic a déposé et a dit que les commandants adjoints de l'état-major principal, et je cite, ne peuvent délivrer des ordres dans l'esprit uniquement de la décision de base adoptée par les commandants. Fin de citation. En l'absence du général Mladic, a-t-il expliqué, un commandant adjoint peut ordonner, et je recite,
d'aller au-delà, d'aller jusqu'à la limite du cadre qui a été fixé par le commandant en sa présence. Fin de citation. Le général Obradović l'a expliqué en termes simples. Il n'avait jamais entendu parler d'un état-major principal et d'un commandant adjoint de cet état-major ignorant ou n'ayant pas suivi les ordres du général Mladić. Le dernier principe de commandement qui assurait ce contrôle du bout des doigts du général Mladić était le principe d'inspection. Ce principe, outre les rapports que Mladić recevait, assurait la vérification des informations que Mladić recevait via les mécanismes de rapport mis en place à la VRS. Ce principe exigeait des supérieurs de superviser de façon proactive leurs subordonnés pour garantir que le commandant de l'état-major principal, dans ses ordres, serait suivi fidèlement sur le terrain. Mladić s'attendait non seulement à ce que ses commandants subordonnés supervisent et procèdent à des inspections de leurs subordonnés, mais il était toujours constamment sur le terrain à cet effet. Des éléments de preuve montrent cela, et ce pendant toute la guerre. Dès le début de la guerre à Sarajevo jusqu'à l'opération de Srebrenica. Il était au poste de commandement avancé. Il vérifiait que ses ordres étaient suivis. Il se trouvait au QG de la brigade. Il était également à des emplacements bien particuliers de l'artillerie. Lorsqu'il l'estimait nécessaire, il gérait au niveau macro les opérations. Micro, se reprend l'interprète, les opérations. Il ordonnait les mouvements de soldats et des pièces d'artillerie. Danat disait que Mladić participait au point principal d'effort. Même s'il ne pouvait pas toujours se trouver sur le terrain, le général Mladić utilisait tous les moyens à sa disposition pour s'assurer que les subordonnés menaient à bien ses ordres et qu'il avait les informations dont il avait besoin pour prendre les mesures nécessaires. Comme le général Danat l'a expliqué clairement, l'emplacement physique n'était pas important dans l'exercice du commandement tant qu'il y avait une communication effective. Messieurs les juges, vous vous souviendrez que les réseaux de communication de la VRS avaient fonctionné pendant toute la durée de la guerre, à l'exception d'une interruption unique de 2 heures. Le général Mladić passait souvent des appels téléphoniques à ses unités subordonnées. Le commandant du corps de Bosnie orientale s'attendait à un appel quotidien du général Mladić ou de l'état-major principal pour discuter du rapport de combat régulier de la journée. Messieurs les juges, vous vous souviendrez de la séquence vidéo du procès sur Srebrenica, la pièce P1147, où l'on voit le général Mladić qui appelle de Belgrade pour, entre autres, s'enquérir des événements à Vinkovci. Et vous avez entendu tout à l'heure qu'il s'agissait là d'une référence à la brigade de Zvornik. Outre ces 3 principes de commandement, le général Mladić s'investissait dans chaque aspect de commandement pour améliorer sa capacité opérationnelle sur ses troupes. Il supervisait le moindre détail, le personnel, la logistique, les communications et d'autres aspects du commandement qui n'étaient pas visibles immédiatement sur le terrain, mais qui étaient essentiels pour comprendre l'aptitude au combat de ses troupes et pour mener à bien les objectifs de l'entreprise criminelle commune. Monsieur Traldi a déjà expliqué au juge de la Chambre la façon dont le général Mladić triait sur le volet ses officiers subordonnés. Il s'assurait qu'il était entouré de personnes de confiance pour suivre ses ordres. Vous avez vu les éléments de preuve concernant les crimes de l'armée du général Mladić pendant la période couverte par l'acte d'accusation en Bosnie, les transferts forcés de non-serbes, des meurtres de non-serbes, détentions en masse de non-serbes. La logistique énorme pour pouvoir expulser les civils, pour pouvoir se débarrasser des corps. La VRS a participé à toutes ces opérations. Les principes de commandement et de contrôle, le texte sur papier n'est que de la théorie, mais vous avez vu que, et ce lors de déposition, que plusieurs officiers de la VRS à différents niveaux, à différents échelons de l'armée, avaient utilisé les principes de commandement et de contrôle de Mladić et qu'il s'agissait là d'une force très puissante pour obliger le personnel de la VRS à faire tout ce qu'il voulait.
Vous avez également vu énormément d'éléments de preuve montrant la capacité du général Mladic à diriger cette organisation complexe avec précision. Vous avez donc vu des éléments de preuve sur son contrôle du bout des doigts. Le général Danat a déclaré, je cite, « Le commandement et la responsabilité ne peuvent pas être séparés. Le général Mladic exerçait un commandement et est responsable du comportement de ceux à qui il a donné ses ordres. » Messieurs les juges, pendant ces dernières heures, nous avons abordé les arguments qui ont été présentés par la défense du général Mladic dans le cadre de leur requête afin d'obtenir un acquittement pour tous les chefs de l'acte d'accusation contre le général Mladic. Nous n'avons abordé qu'une petite partie des éléments de preuve qui viennent à l'appui de chacun des chefs d'accusation repris dans l'acte d'accusation. Pendant la présentation des moyens à charge, nous avons apporté suffisamment de preuves de chaque crime repris dans les 11 chefs d'accusation de l'acte d'accusation, des preuves crédibles et fiables. Une catégorie de preuves importante et qui mérite d'être mentionnée avant de conclure nos arguments d'aujourd'hui, c'est celle des pièces qui découlent du général Mladic lui-même. La Chambre dispose à présent d'une collection presque complète de ses carnets militaires pour la période couverte par l'acte d'accusation, ainsi que des enregistrements vidéo et audio qui reprennent les conversations qu'il a tenues avec d'autres sur les événements lors du conflit. Cet ensemble de pièces a été retrouvé par des officiers de police de Serbie en 2008 et en 2010. Le transparent numéro 1L reprend toutes les pièces qui ont été trouvées dans la maison de Mladic. Il s'agit d'éléments de preuve importants de la main du général Mladic. Et ces éléments de preuve corroborent les autres éléments de preuve que la Chambre a étudiés. À la lumière de ce que nous avons retrouvé chez le général Mladic, les juges de la Chambre pourront également mieux comprendre l'importance de ces éléments de preuve. Par exemple, la pièce P 1959, une cassette audio retrouvée chez Mladic, et sur la cassette, une étiquette nous dit 7 octobre 1991, opération autour de Skradin, Sibé et Zadar. Un extrait des propos de Mladic se trouve à l'écran à présent sur le transparent I2. Cette cassette reprend les commentaires à un moment où il a participé aux événements en Croatie avant les crimes reprochés dans l'acte d'accusation. C'est un extrait d'une conversation qu'il a tenue avec un subordonné, le lieutenant-colonel Milisav, pendant des opérations dans la région de Zadar. Il dit clairement qu'il est prêt à entrer en conflit et quitte à ce que des civils soient victimes. Et je cite, « Tout ce qui a plus de 10 ans et moins de 75 ans sera blessé à Šibenik si on continue comme cela. » Fin de citation. Le juge aurait, Monsieur Groom, désolé de vous interrompre, je ne sais pas s'il manque quelque chose ici, mais dans la cote qui est donnée, on a un 0 4518, mais le 0 apparaît 2 fois. Monsieur Groom, c'est possible, monsieur le juge aurait. Oui, mais si le 14 518 est repris dans une autre pièce, je pense que nous ne pourrons pas suivre ensuite vos références. Monsieur Groom, je vais vérifier, Monsieur le Président. Passons au transparent suivant, le transparent I3, qui nous montre un extrait d'une autre cassette qui a été retrouvée chez le général Mladic. Cette cassette est une cassette de dictaphone. Le juge Horry, ne parlez pas à voix haute, pas de conversation avec l'accusé. Maître Stojanovic, vous connaissez les règles. Faites en sorte que votre client les respecte, s'il vous plaît. Veuillez continuer, Monsieur Groom. Dans la pièce P 1969, le général Mladic a enregistré une conversation qu'il a eue avec une personne qui s'appelle Marinko. En 1993, le juge Horry
ne parlez pas à voix haute, c'est la deuxième fois que je vous le dis, et ce sera la dernière, sinon M. Mladic en subira les conséquences. Veuillez continuer, M. Groom. Monsieur Groom. Donc il parle à quelqu'un qui s'appelle Marinko en 1993, et lorsqu'il parle de musulmans et de croates, il a déclaré, et je cite, qu'ils disparaissent, eux et les autres. Fin de citation. Des éléments de preuve tels que celui-ci aideront les juges de la Chambre à apprécier l'état d'esprit du général Mladic pendant les crimes reprochés dans l'acte d'accusation. Les mots du général Mladic n'ont pas seulement été enregistrés par lui-même, mais aussi par des confidents tels que Milan Lesic, un partisan et un bienfaiteur de la VRS qui vivait au Canada. La pièce 1974 est un extrait d'une séquence vidéo que Lesic a tournée pendant l'une de ses réunions avec Mladic. La séquence vidéo a été enregistrée alors que Mladic était au courant. Et vous retrouvez un extrait de cette séquence vidéo sur le transparent I4. Ici, lorsqu'il fait référence à la population musulmane de Srebrenica, il dit que si cela n'avait été à cause de la communauté internationale, la population musulmane de Srebrenica aurait déjà disparu depuis longtemps. Les éléments de preuve dont disposent les juges de la Chambre sont complets et évidents. Ces éléments de preuve montrent que l'armée de Republika Srpska disposait d'un système effectif de commandement et de contrôle pendant la période où les crimes ont été commis. Il s'agit d'éléments de preuve qui démontrent que Ratko Mladic, en qualité de commandant de l'armée, a utilisé sa capacité de commander et de contrôler ceux qui étaient sous son autorité pour commettre les crimes énumérés au chef 1 à 11 afin de chasser à jamais les musulmans de Bosnie et les Croates de Bosnie des territoires revendiqués par les Serbes de Bosnie. J'aimerais à présent passer à deux documents retrouvés chez le général Mladic. Ils contiennent les propos du général Mladic après les accords de paix de Dayton, après leur signature, donc après la période couverte par l'acte d'accusation. Le premier document est un discours qui a été prononcé le 14 janvier 1996 lors d'un rassemblement pour célébrer la nouvelle année serbe. C'est la pièce 1981. Et nous l'avons retrouvé chez le général Mladic en 2010. Dans ses commentaires, il établit clairement que les décisions militaires les plus importantes ont été prises dans un cercle restreint de membres de l'état-major principal, alors que les décisions les plus difficiles ont été, et je cite, souvent prises par moi-même uniquement. Fin de citation. Le dernier document sur lequel j'aimerais attirer votre attention aujourd'hui est le document que le général Mladic a signé en qualité de commandant de l'état-major principal le jour où l'autorité dont il jouissait précédemment ne lui appartenait plus et qui a été transférée au général Milovanovic. Le juge Molotov, nous n'avons pas la version anglaise à l'écran. Monsieur Groom, oui, je vais vous la montrer dans un instant. J'aimerais que vous regardiez la pièce P5028 au transparent à l'écran. Vous voyez une image du document et comme vous le voyez, nous avons là la signature du général Mladic et le tampon de l'état-major principal. C'est le dernier document que le général Mladic a signé. Outre avoir transféré sa responsabilité de commandant de l'état-major principal à Milovanovic, il a fait également plusieurs demandes au président de Republika Srpska. À cette époque, c'était Biljana Plavšić. Karadzic avait démissionné au mois de juillet précédent. Ces demandes portaient sur le bien-être de ses soldats et de leurs familles. Et il dit qu'avec le transfert d'autorité, et je cite, « En tant comme lambda qui doit assumer une tâche lourde et dans une période inhabituelle, je m'inquiète du sort de l'armée et du peuple qui a créé cette armée. » Fin de citation. J'attire votre attention sur le paragraphe 3 où il demande quelque chose d'assez fort. Je cite, « Que le président de la Republika Srpska offre des garanties écrites disant qu'aucun membre de l'armée de la Republika Srpska ne sera tenu responsable
du point de vue disciplinaire ou pénal et qu'il n'y aura aucune conséquence à l'encontre des membres de l'armée pour avoir exécuté des ordres conformément aux décisions et aux ordres du général Mladic jusqu'à l'adoption de cette décision. Fin de citation. Maître Ivetic a commencé ses arguments en affirmant, et je cite, « Le général Mladic n'a jamais eu l'intention de commettre des crimes et ne les a jamais ordonnés. » Fin de citation. Un général qui n'a jamais donné d'ordre contraignant ne cherche pas à être immunisé ou l'interprète se reprend, à immuniser ceux qui ont suivi ses ordres. Le général Mladic a demandé cette immunité exceptionnelle pour ses subordonnés parce qu'il savait qu'il avait pris des décisions et qu'il avait donné des ordres à ses subordonnés dans le sens où des crimes devaient être commis. Ces crimes qui sont repris dans l'acte d'accusation et qui sont clairement démontrés dans les éléments de preuve que vous avez devant vous. La prochaine fois que je m'adresserai au juge de la Chambre sur le fond de ces éléments de preuve, je ferai valoir que ces éléments de preuve prouvent que Ratko Mladic est coupable au-delà de tout doute raisonnable. Mais aujourd'hui, je vais simplement me contenter de dire que ces éléments de preuve répondent aux critères applicables fixés par la Chambre d'appel. Il existe suffisamment d'éléments de preuve sur lesquels un juge du fait pourrait raisonnablement conclure au-delà de tout doute raisonnable de la culpabilité de Ratko Mladic pour tous les crimes qui sont repris dans l'acte d'accusation. Et je demande que la requête de la défense, conformément à l'article 98 bis du règlement, soit rejetée dans son intégralité. Le juge remercie M. Groom. Nous concluons les arguments pour aujourd'hui. Demain, Maître Ivetic, nous vous avons réservé 1 heure. Nous avons également réservé 1 heure à l'accusation pour répondre. Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui et nous reprendrons demain, mercredi 19 mars, à 9h30, dans ce même prétoire, la salle d'audience numéro 1. Je levais.